Bonjour, je vous souhaite à tous une excellente année 2026. Toute l'équipe d'Alès Aglo l'émission se joint à moi pour vous adresser ses meilleurs vœux. Voici le sommaire de ce mois de janvier. C'est une nouveauté en vente dans plusieurs boulangeries. La baguette, la belle gardoise, est issue d'une filière courte et locale, explorée dans le reportage Zoom sur du monde. Réinventer et enrichir nos espaces verts collectifs grâce à des chantiers participatifs et pédagogiques qui favorisent le lien social. C'est la promesse de l'association Ancrage, lauréate du concours Alès Audace. Emma Verrune et Myriam Bertolotti, à l'origine de ce beau projet, sont les invités de la rubrique L'écho de l'écho. Vous connaissez sûrement le train à vapeur des Cévennes, si emblématique de notre territoire. Mais saviez-vous que son entretien demande un savoir-faire très particulier qui rayonne jusqu'à l'étranger ? Le nouvel épisode de Made in Cévennes vous en dévoile les coulisses. À seulement 21 ans, Loris Kabirou est un champion. Le jeune pilote alésien a remporté sa première victoire en GT3 ainsi qu'un titre de vice-champion d'Europe en 2025. De sa formation au pôle mécanique Alès Cévennes jusqu'à ses débuts en compétition internationale, il nous en dit plus en plateau. En 2026, que diriez-vous de trier plus et de trier mieux ? Pour cela, rien de plus simple, direction le nouveau centre de tri de Saint-Hilaire-de-Bretmas. On vous montre comment bien l'utiliser dans la rubrique « J'ai testé pour vous ». Vous l'avez sans doute remarqué dans certaines boulangeries du territoire en allant acheter votre pain. Depuis quelques jours, une nouvelle baguette qui se nomme la Belle Gardoise est à déguster. Derrière ce joli nom se cache une filière créée avec un objectif bien précis que nous vous faisons découvrir tout de suite dans le Zoom sur du mois. Authentique, généreuse et unique, voici les ingrédients qui composent cette baguette que les Alésiens et grands Alésiens étaient invités à découvrir le samedi 13 décembre aux Halles de l'Abbaye. Son nom, la Belle Gardoise. Sa particularité ? Il s'agit d'une baguette 100% locale, fruit d'une filière constituée d'agriculteurs, meuniers, stockeurs et boulangers gardois. Née d'un travail collectif initié en 2023, cette baguette voit en effet son blé tendre être cultivé par des agriculteurs gardois. Vient ensuite le stockage puis la transformation par des meuniers, toujours basés sur le Gard. La baguette est ensuite façonnée dans les fournils de boulangers, là encore gardois. Soutenue par des partenaires financiers, institutionnels et économiques, dont Alès Agglomération, la filière de la Belle Gardoise entend offrir une alternative locale, durable et juste, tout en garantissant un produit de qualité en circuit court. Aujourd'hui, je pense qu'on lance un produit qui est quand même un produit relativement d'exception, puisque tout est produit sur le département. Et donc aujourd'hui, on est dans la filière que des artisans, donc qui veulent dire qu'on fait vivre nos centres-villes, on fait vivre tout un pays, tout un département. Et à partir de là, je pense que c'est les consommateurs qui pourront nous aider à maintenir et à faire perpétuer cette filière. Un engagement qui fait sens pour Alès Agglomération, qui déroule depuis 2020 son projet alimentaire territorial, dont les objectifs sont de permettre l'accès de tous à une alimentation saine et de proximité, tout en soutenant la filière agricole. Un peu tendre, qui ressemble un peu au pain d'épices. C'est des clémentines rôties au miel et au citron, avec du pain, Ce qui méritait bien une matinée exceptionnelle avec un espace entièrement dédié à la Belle Gardoise au sein des Halles de l'Abbaye. L'occasion de rassembler de nombreux acteurs de cette filière locale. Pour nous, la filière, ça représente un avenir pour les agriculteurs en ayant une meilleure rémunération qui permet un prix viable pour les exploitations et des installations dans le futur pour les jeunes si on arrive à faire monter les tonnages. Nous, on a voulu participer sur la Belle Gardoise parce qu'on veut promouvoir le Gard avec des céréales du Gard, d'autant plus qu'il y en a des énobles blancs, Barjac, un petit peu bien échelonnés sur le Gard. Et vous la retrouverez particulièrement dans nos boutiques à Salindre, Boncroustet ou à Saint-Privat-des-Vieux à la boulangerie Michel et Jérémy. Avant le moment tant attendu, la dégustation de cette Belle Gardoise, fraîchement cuite par les premiers boulangers pilotes. Sur le territoire d'Alès Agglomération, ce sont pas moins d'une dizaine d'acteurs, de l'agriculteur au boulanger en passant par le stockeur, que l'on retrouve. Comme au Fournil d'Anduze, l'une des boulangeries pilotes de cette nouvelle baguette qui n'a pas tardé à séduire les clients. On a choisi de rejoindre la filière La Belle Gardoise puisque c'est une filière 100% locale, des blés provenant du Gard, donc ça nous parlait et on préfère utiliser au maximum des matières premières locales. Tous les jours, on les vend toutes, les gens sont très contents, ils la trouvent bonne et surtout ils sont contents d'avoir un pain avec une farine locale.
Si la filière peut déjà compter sur 300 tonnes de farine produite, la Bellegardoise rêve déjà de monter à 2000 tonnes et pourquoi pas de régaler au-delà du Gard à l'avenir. Et merci bien. L'association Ancrage réinvente nos espaces verts collectifs avec des écosystèmes riches et nourriciers et favorise dans le même temps le lien social grâce à ses chantiers participatifs. Emma Verune et Myriam Bertolotti, qui sont les fondatrices de ce beau projet, sont ici dans l'écho de l'écho pour nous en parler. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, votre association Ancrage a été récompensée au dernier concours économique Alès Audace. Vous agissez à la fois en faveur de la protection de l'environnement et aussi du lien social. Est-ce que vous pouvez nous présenter simplement votre idée ? Oui, en fait, donc le projet d'Ancrage, c'est de repenser collectivement l'aménagement des espaces extérieurs en implantant des écosystèmes nourriciers et régénérateurs. On s'appuie pour ça sur le concept de jardin-forêt comestible et sur le principe du chantier participatif. D'accord. Donc nous créons des projets de végétalisation et nous proposons à chaque participant de s'engager dans toutes les étapes de la transformation du paysage, donc de la conception jusqu'à la préparation du terrain, la plantation et ensuite l'aménagement. En fait, Ancrage, c'est un projet qui est transversal et qui navigue entre la protection de l'environnement, vous l'avez dit, le lien social, mais aussi la santé humaine. D'accord. La protection de l'environnement, d'abord parce que nous modifions concrètement les espaces en implantant des îlots de nature qui vont faire revenir de la biodiversité, qui vont également aggrader, voire restaurer les sols, mais aussi à travers des ateliers de sensibilisation et une pédagogie qui est expérientielle, vous l'avez dit, c'est-à-dire le faire avec le chantier participatif qui va permettre à chacun de s'emparer de connaissances et de compétences et de pouvoir les réutiliser en dehors des chantiers d'ancrage. D'accord. Sur le plan du lien social, nos chantiers sont participatifs, on réunit toutes les générations, de la mixité, et l'idée c'est vraiment de favoriser la rencontre, mais également ce lien social, nous le pensons dans la conception même du jardin, puisque nous réservons des espaces de vie qui favorisent l'accueil, la rencontre avec des tables de pique-nique, avec des agoras, etc. Et ensuite la santé humaine, qui est également transversale, puisque dès lors que vous agissez sur l'environnement et que vous êtes en lien avec les gens, vous vous faites du bien. Bien sûr. Mais également, nous promouvons en fait une alimentation santé à travers le jardin-forêt comestible, c'est-à-dire une alimentation qui est ressourçante, qui est vivante, qui est nutritive et qui est saine. Et justement, le jardin-forêt comestible, qu'est-ce que c'est exactement ? Comment ça fonctionne et qu'est-ce qui le différencie des espaces verts qu'on connaît déjà dans nos villes ? Alors, le jardin-forêt, à l'origine, ça vient de sous les tropiques. Les tout premiers jardins-forêts qui ont existé, ils étaient dans les pays tropicaux. Et ça a été amené en milieu tempéré dans les années 70, 80, de ce qu'on arrive à savoir. C'est un Anglais, Robert Hart, un horticulteur qui a ramené ça. Lui, il a beaucoup voyagé, notamment au Sri Lanka. Il a beaucoup observé et appris. Ce sont des modes de production en fait agricoles qui se faisaient dans les forêts tropicales. Ah oui. Et du coup, il a dit, moi, je vais rentrer en Angleterre. C'était un Anglais et je vais essayer de l'adapter à nos milieux tempérés. Donc au départ, c'est arrivé en Europe, en Angleterre, et l'idée, c'est vraiment en fait de reprendre les grands principes de ce qu'il a observé. Il y a l'idée d'une très très grande diversité des espèces. On ne va pas être sur de la monoculture. Il va y avoir aussi une question de densité, comme on peut avoir dans ces forêts qui sont souvent grouillantes de plantes. C'est vraiment, on est là, on va planter de manière assez dense pour créer en fait des écosystèmes qui vont pouvoir favoriser des interactions positives entre les végétaux. Et ainsi permettre de créer des microclimats et favoriser le développement de toutes les plantes. Et on va cultiver à tous les étages. Dans un jardin-forêt, ça c'est un des grands piliers aussi, c'est-à-dire qu'on retrouve, alors souvent, très souvent, on parle de 7 étages, on va voir que ça s'adapte, mais il y a les très très grands arbres de la canopée comme on a dans une forêt tropicale, on a des arbres de plus petite taille, on va avoir des arbustes, on va avoir des plantes herbacées qui vont venir couvrir le sol, on va avoir des plantes grimpantes qui vont venir apporter de la verticalité dans le paysage. Et l'idée, c'est vraiment de cultiver à tous les étages. On va même avoir les tubercules qu'on va avoir sous terre également.
Donc il y a vraiment une idée aussi de cultiver, d'optimiser l'espace en fait. Et juste comestible, parce que c'est bien de le préciser, il y a comestible pour l'homme. Oui. Donc l'idée c'est aussi d'avoir une variété dans ce qu'on va pouvoir cultiver autre que le légume comme on peut avoir dans un potager. Parce que dans le jardin-forêt, on est vraiment sur des plantes qui sont au maximum vivaces. L'idée c'est d'avoir de la durabilité, de la pérennité. D'accord. Le jardin potager peut avoir une place dans un jardin-forêt, mais c'est pas le même principe. Un jardin potager, on y revient tous les ans. C'est des plantes annuelles qui demandent à chaque fois beaucoup d'accompagnement. L'idée d'entretien. L'idée du jardin-forêt, c'est vraiment d'instaurer et d'implanter un écosystème qui va demander à terme. Parce qu'il ne faut pas négliger les premières années, il y a vraiment besoin quand même d'un vrai accompagnement. Ça, on le dit surtout chez nous. Mais à terme, l'idée, c'est quand même de le rendre autonome. Oui, d'avoir un écosystème qui vit seul. Oui. Voilà, et résilient. D'accord. Et du coup, on va cultiver beaucoup de plantes comestibles, des plantes médicinales, des plantes fruitières, aromatiques, mais aussi il y a des plantes mellifères. Parce que quand on dit comestible, c'est aussi pour la biodiversité, c'est pas que pour nous, on aime le dire. Et des plantes fertilitaires qui vont avoir aussi un impact pour aggrader le sol et du coup permettre de favoriser cette résilience dont je parlais, quoi. Donc, je suis venue vous voir il y a quelques semaines sur l'un des chantiers participatifs, justement dans le quartier de La Royale à Alès. Vous travaillez avec des jeunes qui étaient en foyer de réinsertion. Ils avaient l'air très motivés, très passionnés par ces projets. Est-ce que favoriser le lien social, c'était vraiment l'objectif premier d'Ancrage ? Pourquoi avoir pris cette décision ? Alors juste pour précision, en fait, c'est des jeunes de l'école de la Seconde Chance d'Alès qui étaient avec nous ce jour-là, avec qui on a un partenariat. Et la jeunesse d'Ancrage, oui, c'est le lien social, puisqu'en fait, ce projet, il est né alors que nous étions encore dans nos fonctions d'éducatrices. Donc, nous étions éducatrices à la protection judiciaire de la jeunesse et nous avons eu toutes les deux l'envie de sensibiliser notre public jeune, en marge quelque peu, aux questions environnementales. Et tout a commencé comme ça, et tout a commencé sur ce terrain de La Royale que vous êtes venu voir, avec donc un petit noyau de groupe d'adolescents alésiens qui a implanté ce premier jardin-forêt. Et ce projet, il a eu un tel enthousiasme, les gens qui ont participé, mais également les voisins du quartier, etc., ont été ravis. Et c'est ce qui a donné en fait l'idée de créer cette association et de dupliquer ce projet sur le territoire gardois. Et bien évidemment, nous avons gardé notre identité première qui est sociale, avec évidemment la couleur environnementale et la couleur santé humaine qui s'y est rajoutée. Et juste de dire, c'est vrai que Ancrage porte une attention particulière aux nouvelles générations, avec une volonté forte de les ramener aussi à quelque chose qui donne du sens aussi. Et on le voit d'ailleurs, vous l'avez constaté, vous le dites, ils étaient heureux, ils étaient enthousiastes, et c'est vrai. Et on a beaucoup de jeunes à l'issue des journées qui nous demandent de passer du temps avec nous, de venir en stage, parce qu'il y a quelque chose de sensé à remettre aussi les mains dans cette terre et à juste créer un design vivant. Et c'est vrai qu'ils nous le renvoient beaucoup et ça nous donne envie de continuer avec eux. Quels sont les chantiers qui vous ont le plus marqué depuis que Ancrage existe ? C'est une bonne question. Il y en a un qui revient souvent, donc on est un peu obligé de le nommer. On a travaillé avec la commune de Gagnères et la communauté de communes 16-Cévennes. Et on a été en lien avec l'école de la commune de Gagnères. Et on a implanté un jardin-forêt avec la classe de CE2 CM1 principalement, mais toutes les classes sont venues aussi participer, je vais expliquerai. Et on a implanté un jardin-forêt sur un terrain communal. Et c'est vrai que tant que ce soit l'enthousiasme des enfants qui, alors aussi, ont l'habitude déjà de grandir dans un environnement assez nature, donc ils avaient que de celle des parents, que des agents communaux, parce qu'il y avait quand même 2 agents communaux qui avaient une part de leur fonction qui était dédiée à la mise en place de ce projet. Donc ils ont été présents à tous les stades de la création de ce projet. Les parents ont été aussi exceptionnels. Il y a quand même un jour, on a fait un chantier de plantation, je pense qu'on était plus de 90 ou 100 personnes. Un vrai engouement alors. Ah ouais, non, mais ça a été assez extraordinaire. Le maire a porté ça et le président de la communauté de communes, M. Martin, a porté ça aussi quand même, vraiment avec beaucoup de force. Mais c'est vrai que ça a été un projet, les institutrices étaient ravies de ce projet, donc ça
ça a donné vraiment tout son sens à ce qu'on vient proposer dans ces projets. Oui, bien Les sûr. parents étaient présents avec les enfants, avec les instituteurs, les agents. Il y avait vraiment un partage, il y avait du transgénérationnel comme on le recherche, il y avait de la curiosité. Voilà, donc ça a été vraiment un des projets quand même forts. Je pense que la Royale, il y a aussi le Oui, c'est le côté premier aussi, oui. attachement, parce que c'est de là que tout part. Mais bon, il y en a d'autres. Cognières, ça marque aussi parce que aussi on a réussi. En fait, la ville d'Alès nous met à disposition aussi une partie du parc de Cognières. On est en lien avec les services espaces verts qui permettent aussi, je me permets de le dire là, mais peut-être on le dira après, mais qui permettent aussi à ces projets de vivre sur le territoire. Et ça, c'est quand même pas rien. Et on les en remercie d'ailleurs. Mais à Cognières, on a une partie du parc. Et en fait, juste en bas, il y a une résidence senior, la résidence Les Oliviers. Et on a réussi à mixer des publics de l'école de la deuxième chance, des résidents seniors, des habitants du quartier. Et ça a créé aussi des dynamiques qui sont vraiment hyper intéressantes avec des jeunes de l'école de la deuxième chance qui avaient envie de travailler auprès de personnes âgées, donc qui étaient ravis d'être en interaction avec eux. Voilà. Donc c'est aussi ça qu'on vient chercher. C'est-à-dire que ça éveille des curiosités, ça ouvre les horizons, il y a de l'échange qui se crée et ça a été fort. Bon, après, il y en a d'autres aussi, mais bon, je ne vais pas tous les citer. Et justement, quels sont vos partenaires en fait? Comment fonctionne Ancrage et qui vous accompagne au quotidien? Les villes, les communes, parce qu'on intervient quand même dans beaucoup de communes sur le territoire gardois. D'accord. Et après, nos gros partenaires, il va y avoir les pépiniéristes, il va y avoir chez qui on va se fournir le mobilier pour créer des chaises, des bancs, des pergolas, etc. Et voilà, pour l'instant. Et après, les écoles partenaires, l'école de la deuxième chance qui est un partenaire sur Alès avec qui on a travaillé le plus. Là, on va rencontrer d'autres institutions aussi. C'est prévu là au début de ce premier trimestre 2026. Là, on va rencontrer de nouvelles institutions. L'idée, c'est vraiment de proposer nos actions auprès de tous les publics du territoire. Il n'y a pas... On n'a pas de public ou de limite. En fait, ça dépend aussi de où on est. Et on regarde souvent aussi localement qu'est-ce qu'il y a. Par exemple, à Gagnères, on a aussi fait appel à toutes les associations locales. Il y avait l'association des aînés, on leur a dit, voilà, c'était une demande aussi du maire, mais on a proposé à toutes les associations locales de s'associer au projet. À Font-sous-Regardon, on a l'entretien maintenant du jardin qu'on a implanté, c'est ce qu'on va faire. On est en train de faire en compte, de créer des partenaires avec les associations locales, avec l'école, pour que tout le monde puisse aussi s'investir, bénéficier du projet et continuer à le faire vivre derrière. Parce que l'idée, c'est ça. Alors, on en avait déjà parlé, nous, précédemment, dans une autre émission. C'est vrai qu'on voit progressivement un retour au vert dans les centres-villes, là où avant le béton était principalement roi. Est-ce que, d'après vous, on peut encore faire mieux? Et est-ce que ce que Ancrage propose peut y aider? Moi, je dis toujours qu'on peut toujours faire mieux. On peut faire mieux dans le milieu urbain, on peut faire mieux dans le milieu rural également. Et surtout... absolument partout où il y a du terrain, et même où c'est bétonné, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que nous, notre volonté, c'est aussi d'investir les écoles pour ramener du vert dans les écoles. Oui. C'est des choses qui sont en train de se faire sur le territoire national et qui ont effectivement du sens avec le réchauffement climatique et qui sont voire devenus indispensables. Après, le jardin forêt comestible, il a sa place sur 2 hectares de terre agricole, mais il a aussi sa place sur vos 100 mètres carrés ou 200 mètres carrés de terrain privé. Donc, chacun à son échelle peut agir et modifier quelque chose dans le climat et dans l'environnement qui est le nôtre. Donc oui, toujours plus, et c'est aussi pour ça que nous, on veut transmettre et former au maximum pour rendre les gens capables de faire par eux-mêmes dans leur petite propriété, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Alors là, on est en tout début d'année. Quels sont les projets d'Ancrage pour 2026 ? Il y en a surtout 2 gros qui sont assez marquants et qui donnent aussi un tournant à Ancrage, parce que là on est en train, alors c'est les prémices, mais l'idée c'est on a 2 terrains d'une plus grande ampleur, un de 5000 m², un de 8000 m², un sur Saint-Hilaire de Bretmas en partenariat avec la société Val de Bétrine et un à Saint-Mamère-du-Gard
qu'on est en train d'acquérir, que l'association va acquérir. Et l'idée là, c'est vraiment de créer des lieux, en fait, où on va dessiner un paysage permaculturel complet, où on va chercher à expérimenter aussi différents modèles de production alimentaire. Myriam l'a dit tout à l'heure, mais il y a vraiment la question aussi santé via l'alimentation. Oui. Donc là, l'idée, c'est qu'on veut vraiment expérimenter différents modèles de production. Donc le jardin-forêt comestible, bien évidemment, sur une petite échelle aussi, pour pouvoir apporter des données et voir comment on peut, qu'est-ce qu'on peut récolter sur telle surface pour voir si c'est un modèle qui peut se dupliquer et être exploité par des agriculteurs ou, comme disait Myriam, chez soi, pour que les gens se rendent compte aussi de vraiment qu'est-ce que je vais pouvoir récolter et combien et comment avec un jardin-forêt. Mais il y aura aussi des fruitières. Il y aura également un verger naturel. Voilà, il y a différents modes de production, des plantes aromatiques, vraiment aussi dédiées à un espace pareil à ces plantes-là, avec l'idée d'expérimenter et de récolter des données. Et un autre pan, c'est, parce que comme l'a dit aussi Myriam tout à l'heure, l'idée c'est d'arriver à vraiment proposer des formations un peu plus complètes aux personnes qui seraient intéressées et du coup de disposer de ces lieux comme support pédagogique aussi à la mise en place des formations. Ça, c'est quelque chose qu'on projette d'ici un an à peu près, dès qu'on sera... On se donne l'année, en tout cas, pour déjà entamer le design et puis créer tout vraiment nos contenus de formation, qu'on soit prête au moment voulu. Une très belle année 2026 alors, et merci à vous d'être venus. Merci beaucoup. Merci. On revient maintenant en vidéo sur les infos du mois dernier. C'est un engin pas comme les autres qui s'est invité à Vézénobre en cette fin d'année 2025, la Patmobile. Derrière ce véhicule se cache en fait une cuisine ambulante, prête à offrir aux habitants des ateliers de cuisine participatifs. Un concept inédit, imaginé par le projet alimentaire territorial d'Alès Agglomération, pour sensibiliser à une alimentation saine, locale et durable. À travers ces rencontres ouvertes à tous, petits et grands sont invités à s'approprier des recettes simples et saines, à cuisiner avec des produits frais, tout en étant guidés par des professionnels de la cuisine et de la nutrition. Après Vézénobre, la Patmobile sillonnera prochainement les autres communes de l'agglomération afin de faire de la cuisine et de l'alimentation un levier de cohésion sociale, de santé et de bien-être collectif. Mardi 9 décembre, l'espace Alès Caso était pris d'assaut par des centaines de lycéens en quête de réponses. Organisé comme chaque année par Alès Agglomération, le forum Bac Plus est devenu un passage incontournable pour affiner ses choix d'orientation. Durant cette journée, pas moins de 50 exposants étaient présents pour mettre en avant plus de 150 formations allant des filières courtes au cursus universitaire plus long. L'occasion pour les visiteurs d'échanger directement avec des enseignants, mais aussi avec des étudiants venus partager leur expérience du supérieur. Organisé une semaine avant l'ouverture des vœux Parcoursup, ce forum visait à offrir aux futurs bacheliers toutes les clés pour bâtir un projet solide et cohérent. Neytup n'en finit pas de grandir et de révolutionner le marché de la tente de toit. L'entreprise alésienne propose dès ce mois de janvier un nouveau modèle unique sur le marché. Reprenant une idée imaginée il y a près de 15 ans, mais jamais aboutie, cette nouvelle tente dispose d'un coffre indépendant pour stocker des affaires. Un lancement qui s'accompagne d'une autre bonne nouvelle pour l'entreprise, le renouvellement du partenariat avec Decathlon sur un modèle de tente co-signé. Du 15 janvier au 21 février, l'INSEE lance ses enquêtes de recensement indispensables pour établir la population légale des communes. Une opération à laquelle n'échappe pas Alès, seule ville de plus de 10 000 habitants sur l'agglomération. Pour les autres communes du territoire, le recensement est obligatoire, mais une fois tous les 5 ans. Cette année, ce sont donc 10 communes qui sont concernées. Sandras, Lamlouze, Les Plans, Ribotte-les-Tavernes, Rousson, Saint-Hilaire-de-Bretmas, Saint-Jean-de-Valériscle, Saint-Just-et-Vaquières, Servas et Soustelle. Après avoir reçu un courrier de l'INSEE, les habitants concernés recevront la visite d'agents recenseurs qui leur remettront des identifiants permettant de répondre en ligne ou exceptionnellement un formulaire papier. S'il ne peut faire l'objet d'aucun contrôle administratif ou fiscal, nous vous rappelons que le recensement est confidentiel et demeure obligatoire. Vous connaissez sans doute cette attraction incontournable d'Alès Agglomération qu'est le train à vapeur des Cévennes. Son entretien demande un savoir-faire bien particulier qui est reconnu bien au-delà de notre territoire et même de la France. On vous le présente tout de suite dans le nouvel épisode de Made in Cévennes. Aujourd'hui, je participe à l'entretien d'une locomotive dans le nouvel épisode de Made in Cévennes.
C'est l'une des attractions touristiques les plus populaires d'Alès Agglomération, le train à vapeur des Cévennes. Entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard, celui-ci embarque petits et grands pour une découverte unique du parc national des Cévennes à bord de locomotives à vapeur d'autrefois. Une escapade bucolique de 13 km comme un véritable voyage hors du temps qui demande toutefois un certain savoir-faire pour fonctionner à plein régime. Lorsqu'il n'est pas en service, c'est à 2 pas de la gare de Saint-Jean-du-Gard que le train à vapeur des Cévennes fait une pause bien méritée pour son entretien. Soudure, remplacement ou encore riftage, c'est la CITEV, ou Compagnie internationale des trains express à vapeur, qui s'occupe tout au long de l'année du train à vapeur des Cévennes, dont elle a repris l'exploitation dans les années 80. Bonjour Stéphane. Bonjour. Nous sommes donc à la CITEV aujourd'hui, un lieu assez important. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors effectivement, on est dans les ateliers de Saint-Jean-du-Gard, où on effectue l'entretien, les réparations du matériel. Là, on est en pleine hors-saison, au milieu de l'hors-saison, donc on est en train de préparer la saison 2026. Le chemin de fer dans les Cévennes, c'est quelque chose qui est assez emblématique avec la ligne des Cévennes qui est sur la vallée d'à côté, qui monte sur Clermont. Et puis il y a toute l'histoire par rapport aux mines, l'exploitation des mines, le verre à soie. C'est la raison pour laquelle la ligne a été construite d'Alès à Saint-Jean-du-Gard. Donc il y a un vrai patrimoine historique important. Et puis depuis 40 ans maintenant, c'est devenu un patrimoine sentimental aussi pour les gens de la vallée, puisqu'on fait un peu partie des meubles. Mais en dehors du train touristique, la CITEV met également son savoir-faire en matière de réparation et de restauration au service d'autres appareils tout aussi fascinants. Ce qu'on a fait pour nos locomotives, les restaurations complètes, aujourd'hui on le fait pour d'autres chemins de fer touristiques. Alors la particularité, c'est qu'il n'y a pas une seule locomotive qui est identique. La standardisation n'existait pas le siècle dernier dans le domaine ferroviaire. Donc chaque machine est unique. Alors on a ici par exemple dans le dépôt, vous le verrez, des machines qui viennent de Belgique, des machines qui ont un écartement en voie normale, comme ici à Saint-Jean-du-Gard, ou alors des machines en écartement d'1 mètre. Chaque modèle a son histoire. En termes de réparation, c'est pareil. Il y a des mauvaises surprises, il y a des bonnes surprises. En retenir une, c'est assez difficile parce que c'est vraiment unique à chaque fois. Nous, ce qui nous passionne, c'est de partir d'une machine, d'un tas de ferraille, on va dire, et d'en faire une locomotive qui circule, quoi. Locomotive, cabine ou encore chaudière, chaque modèle est unique et demande donc une attention toute particulière. Donc là, on est devant une très belle locomotive rouge et noire. Quel a été son chantier pour celle-là? Alors là, on est devant la NCL. Donc le chantier sur cette locomotive, ça a été uniquement de l'entretien, nettoyage, démontage et remontage pour cet hiver. D'accord. Et ça vous a pris à peu près combien de temps pour... Il faut compter à peu près 2 mois pour que les choses soient faites correctement. Là, on passe sur un wagon, donc un autre chantier, c'est ça? C'est ça, un autre chantier qui a été réalisé par Deka. Donc en fait, il a commencé par découper de la tôle du toit qui était un petit peu foutu. Et en fait, il a ressoudé de la tôle en meilleur état. Ensuite, on va faire de la peinture. On est sur la chaudière qui vient de Pithiviers. Donc on a eu un gros chantier sur cette locomotive. Donc on a fait la rénovation de la chaudière. Donc on a fait l'épreuve pour tester que tout va bien. Et ensuite, on a la partie mécanique où on a refait tout ce qui est embiellage, boîte d'essieux. Il a fallu faire un petit peu d'usinage, un petit peu de mécanique. Ça, c'est notre gros chantier qu'on a eu cet hiver et qui est bientôt fini. Un savoir-faire qui permet à la CITEV d'être aujourd'hui l'un des ateliers les plus développés en Europe pour répondre aux attentes des chemins de fer touristiques. En plus des nombreuses opérations possibles sur de tels engins, la CITEV opère également sur l'entretien des voies ferrées, sans oublier un important travail de peinture pour offrir encore plus de charme et de dépaysement à ces véhicules qui ont traversé les années. Maintenant que nous avons poussé les portes de l'atelier, reste à savoir si notre journaliste sera à la hauteur du défi du jour. Ce que je vous propose, c'est qu'on monte dans la locomotive. Je vous ai préparé une petite combinaison pour ne pas se salir. Et vous allez rentrer dans le foyer, là où on rentre tous les matins, pour nettoyer les cendres et les braises de la veille avant d'attaquer la journée. Ok, c'est parti. Allez. Sur le côté, vous avez des entretoises. D'accord. Et en fait, on contrôle qu'il n'y ait pas de fuite d'eau, qu'il n'y ait pas d'anomalie, quoi. On regarde le plan de grille et ensuite on bascule le foyer. Donc en fait, on a une trappe ici, là. On tourne le volant qui va nous ouvrir le cendrier. Ici, on lève et on fait tomber toutes les cendres et même les braises parce que ça nous arrive d'avoir des braises de la veille dans une fosse.
Donc du coup, pour rentrer, il vaut mieux se mettre comme ça. Donc moi, je mets un pied comme ça, hop, je rentre et je me laisse glisser. Et là, il suffit de regarder tout autour, là, voir qu'il n'y ait pas d'anomalie. Ok. Pas de fuite, normalement, la chaudière est remplie d'eau. Donc en fait, là, l'entretoise, s'il y a de l'eau qui coule au niveau du trou, c'est qu'en fait, l'entretoise, elle est foutue, donc il faut la changer. D'accord. C'est une sécurité, en fait, si vous voulez. D'accord. Et il faut à peu près combien de temps pour, on va dire, nettoyer correctement une... Bon, il faut compter 20 minutes à peu près. 20 minutes 20 minutes, oui, ça nous laisse le temps de nettoyer le foyer et, et après pour pouvoir allumer la locomotive. Il faut que ce soit quand même assez rapide parce que du coup, on a un timing à respecter vu qu'on a le départ de la gare à 10h30. Si on prend trop le temps le matin, le temps d'allumer la locomotive, il faut compter 2h30. Donc, ok. C'est un peu nous matin. Bon, moi je me dépêche. C'est nickel. Hein. Bon. Cet été, défi validé. Défi validé. Et j'ai un autre défi à vous proposer. Ah, bon, c'est parti. Et une fois que ça sera pour la saison. Une fois qu'on aura lancé la saison, le défi, ça sera de venir, une fois que la machine sera en marche, mettre le charbon et conduire la locomotive. Ok, bon, on se retrouve alors à l'ouverture de la saison. Avec plaisir. C'est grâce à cette minutie et ce travail d'orfèvre mené au quotidien par les employés de la Citève que bon nombre de trains d'époque parviennent encore à circuler et faire le bonheur des curieux. Quant au train à vapeur des Cévennes, c'est au chaud qu'il passera cet hiver avant de reprendre de plus belle la route des Cévennes pour la réouverture de la saison en avril 2026. Merci Stéphane pour cette visite hyper instructive. Et bien voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la partie hivernale, partie que les gens ne connaissent pas ou très peu, mais c'est vrai que c'est une valeur ajoutée aussi pour ce territoire d'avoir cette capacité d'exporter ce savoir-faire un peu unique, pour ne pas dire unique. Et puis bravo pour le défi aussi, réussi, donc on est ravis. Et puis on vous attend tous pour l'ouverture de saison, le 4 avril, sachant que c'est nos 40 ans, donc il y aura des festivités. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, et puis venez nous rencontrer. On passera une belle saison. Avec plaisir, alors à très bientôt. C'est un pilote cévenol de 21 ans qui roule aux couleurs d'Alès Agglomération. Loris Kabirou, qui a remporté son premier Grand Prix GT3 et un titre de vice-champion d'Europe en 2025, est le talent d'ici du jour. Salut Loris. Bonjour. Alors tu as été formé au pôle mécanique d'Alès et tu as remporté ta première victoire en GT3, ainsi qu'un titre de vice-champion d'Europe. C'est assez impressionnant. J'aimerais que tu reviennes un petit peu sur ton parcours, parce que tu as seulement 21 ans et tu es déjà champion. Oui, c'est sûr que cette année a été, je pense, ma meilleure année. Donc moi, mon parcours, il a été plutôt classique. J'ai commencé par karting. Mon père était gérant avec ma mère de la piste karting au pôle mécanique. Oui. Donc on va dire que je suis né dedans. J'ai démarré, on va dire, au plus bas. Enfin, je veux dire, dans une petite course régionale. Puis après, je suis monté au niveau national, international. Puis après, je suis passé en voiture. Et j'ai rapidement fait le step en GT. Et aujourd'hui, je suis en GT3, qui est la catégorie phare dans le monde du GT. Et cette année, on a réalisé plutôt une bonne année, moi et mon équipe. Justement, j'allais te demander, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le GT World Challenge, comment est-ce que tu expliquerais cette compétition ? Alors, GT World Challenge, c'est la plupart du temps, les gens ils connaissent la F1 parce que c'est beaucoup plus médiatisé. Aujourd'hui, c'est des courses, du coup, GT World, c'est des courses d'endurance sur plusieurs heures, à plusieurs dans la voiture. D'accord. Il faut savoir qu'on n'est pas seul. C'est des courses de relais. En général, on est trois pilotes par voiture. C'est des courses qui peuvent varier de 3 à 24 heures. D'accord. Et voilà, c'est des courses du coup qui sont assez longues où on se relaie pilote par pilote. Donc c'est beaucoup de stratégie, beaucoup de consistance. C'est quand même assez différent du sprint. Et quel a été ton plus gros défi jusqu'ici ? Mon plus gros défi, je dirais que c'était, je pense, ma première année en GT3 parce que j'y suis arrivé quand même vachement tôt et très jeune. Et normalement, on n'arrive pas à cet âge-là dans cette catégorie. Moi, j'ai eu l'occasion et j'ai eu la chance de pouvoir le faire grâce à Nicolas Gomard et tous mes partenaires. Donc, je crois que je devais avoir 16 ans, 16 ans et demi. Donc, c'est très jeune. Oui, très jeune.
Donc je pense que c'était ça, ouais, mon plus gros défi. Tu es l'un des pilotes ambassadeurs du pôle mécanique LS Seven, donc tu roules notamment avec écrit LS Agglomération sur ta veste. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Le pôle mécanique, je veux dire, aujourd'hui, pour moi, c'est emblématique. C'est là où tout a commencé déjà. Et c'est là où aussi, moi, j'ai pu observer des exemples comme Romain Dumas, Stéphane Sarrazin. Bien sûr. On vient tous de là. Bon, c'est pas la même génération, mais aujourd'hui, il y a aussi le fils à Stéphane qui roule, le fils de Romain qui est encore un peu plus petit. Mais non, je veux dire, c'est un endroit où je pense que moi, j'ai découvert ce sport de A à Z parce que, bon, voilà, il n'y a pas que le circuit, il y a le karting, il y a le rallye, il y a tout. Moi, ça m'a permis de pouvoir avoir des gens autour de moi, de pouvoir être au mieux conseillé. Non, je pense que c'est une bonne chose, le pôle mécanique, franchement, dans ma carrière, ma jeune carrière. Tu le disais tout à l'heure, donc dans le GT World Challenge, vous roulez avec des coéquipiers, vous êtes 3 dans la même équipe. Quel est ton lien avec les coéquipiers? Comment ça s'organise, ces relais? Notre lien, déjà, il est forcément... Enfin, il faut qu'il soit bon, il faut qu'on ait une bonne entente globale dans le team. Parce que c'est vrai que ça arrive des fois d'avoir des frictions entre coéquipiers, parce Oui, qu'on bien va sûr. toujours prendre le lead dans un équipage. Aujourd'hui, ça s'est super bien... Enfin, cette année, ça s'est super bien passé, pardon. C'était même des amis à moi, donc tout s'est bien passé. Voilà, après les relais, nous, c'est pas nous qui décidons de l'ordre, c'est juste nous, on a des ingénieurs qui calculent, voilà, qui prend le départ. Enfin, on a tout un plan qui est réalisé même la veille de la course, et après, nous, on y jette un coup d'œil, et après, on a des horaires à respecter avec des horaires de débriefing, des machins. Donc ça, c'est pas nous trop qu'on gère, en fait. Et à quoi ça ressemble exactement la préparation pour une course? Comment est-ce que tu t'entraînes? Avant une course, Oui, comment est-ce que tu définis tes objectifs et comment tu t'entraînes pour y parvenir? déjà, je fais pas, moi, 2 jours avant les courses, je fais pas de sport, où j'essaye de limiter les risques, on va dire, de blessures ou quoi que ce soit. Après, moi, sinon, en amont, avant les courses, on va dire que moi, ma semaine, je m'entraîne à 4-5 fois par semaine à la salle de sport. Après, j'aime bien la boxe aussi, moi. Donc, j'ai un coach spécifique. Donc, je vais beaucoup m'entraîner où je fais beaucoup de renforcement musculaire, de boxe, tout ça. Et après, des fois, pendant l'hiver, je sors mon vieux kart et je roule au karting, tout simplement, quoi. Qu'est-ce qui est le plus éprouvant sur la préparation par rapport au sport mécanique, hein, je veux dire par rapport à la conduite? Ah, dans la voiture? Ouais. Je pense la chaleur et la lucidité, parce que c'est quand même des relais qui sont longs. Aujourd'hui, on peut rester jusqu'à 2 heures, 2h30 dans la voiture. Et il faut savoir que voilà, dans la voiture, il fait entre 10 et 15 degrés de plus qu'en extérieur. Donc l'été, il fait très très chaud dans les voitures. Et on fait des très longs relais à des très hautes vitesses en moyenne. Donc il faut garder la lucidité pendant 2 heures, parce que en sport auto, la moindre erreur, elle peut Bien être sûr. très coûteuse, quoi. Est-ce que tu parlais beaucoup de préparation physique, mais est-ce qu'il y a une préparation mentale aussi pour tenir sur la durée, la concentration? Moi, personnellement, ma préparation mentale, elle passe par la préparation physique. Voilà, donc je vais plutôt faire des exercices qui vont être relativement longs, où il faut garder la lucidité tout au long de l'exercice. C'est plutôt ce que je fais, moi. Donc, moi, ça passe par la préparation physique. Tu commences à avoir une très belle expérience. Au-delà du résultat, qu'est-ce que c'est pour toi une bonne course? Qu'est-ce qu'on peut appeler une bonne course? Une bonne course, je pense que déjà, c'est qu'on ne fait pas d'erreur. Moi, je considère avoir fait une bonne course comme j'ai pas fait d'erreur, pas perdu de temps, pas fait des décisions bêtes. Et après, je pense que voilà, la bonne course, c'est quand la stratégie a été bonne et qu'on a atteint l'objectif qu'on avait fixé avant la course. Est-ce que tu as des objectifs justement prochains, des projets pour 2026? Pour 2026, oui. Moi, je compte rester en GT3 parce qu'aujourd'hui, j'aimerais rester en GT3 parce qu'aujourd'hui, en GT3, c'est la catégorie phare, c'est la plus importante, où il y a le plus de niveaux, où il y a tous les pilotes officiels. Donc moi, je me vois rester tout simplement. Après, avec qui,
comment, c'est encore un peu flou. On est qu'au mois de janvier, donc je ne sais pas encore trop pour l'instant, mais en GT3 pour l'année prochaine, ça c'est sûr. D'accord. Merci beaucoup d'être venu, Loris, en tout cas. Merci à vous. Parmi les bonnes résolutions de ce début d'année 2026, vous avez sans doute pris la décision de faire du tri chez vous. Direction le tout nouveau centre de valorisation multiflux d'Alès Agglomération à Saint-Hilaire-de-Bretmas. Notre journaliste vous explique comment faire dans le nouvel épisode de J'ai testé pour vous. Vous le savez sans doute, il y a des déchets que l'on ne peut pas jeter à la poubelle. Si certains peuvent toujours être embarqués par le service des encombrants, il existe un lieu bien spécifique, la déchetterie, comme celle qui vient tout juste d'être inaugurée à Saint-Hilaire-de-Bretmas. Mais attention, ici on ne parle pas de déchetterie, mais plutôt d'un centre de valorisation multiflux. Pas de panique, si le nom ne vous dit pas grand-chose, le fonctionnement reste toujours aussi simple. Pour les habitants d'Alès Agglomération qui viennent pour la première fois, il est même possible de se créer une carte d'accès. Pour cela, rien de plus simple, venir avec un justificatif de domicile et le tour est joué. Maintenant, c'est parti pour se débarrasser de ces déchets. Voilà ce que j'amène. Alors j'ai deux poêles, 2 appareils électroniques. Ok, alors les poêles, ça va faire rien. Électronique, c'est à l'intérieur là-bas. Ok. La grande particularité de ce centre de valorisation multiflux, c'est que le dépôt se fait au sol pour plus de facilité et surtout de sécurité. Bois, carton, métaux, objets électroniques, le centre compte pas moins de 17 quais de dépôt distinctifs. Autre grande particularité du site de Saint-Hilaire, la présence d'une recyclerie où l'on peut déposer ou récupérer des objets encore utilisables. Alors, aux ouvertures du centre de valorisation, c'est le lundi, c'est fermé complètement. C'est ouvert rien que pour les municipalités. Alors le mardi, le mercredi, 9h, 16h. Le jeudi, 9h, midi. Vendredi, samedi, 9h, 16h. Et le dimanche, 9h, midi. Alors ce qui est interdit en déchetterie, c'est l'amiante, les bouteilles de gaz, les explosifs. En 10 minutes, le tour est joué et trier n'a jamais été aussi simple. On passe maintenant à l'agenda du mois de janvier. Salut Romain. Bonjour Laura. Alors de quoi est-ce que tu vas nous parler pour ce mois de janvier ? Alors, pour le mois de janvier 2026, j'ai sélectionné quelques petits événements. On va notamment parler d'une brique scandinave connue de tous les enfants. On va également parler des traditionnelles cérémonies de vœux pour cette nouvelle année. Je vais vous parler d'un événement national qui va être également organisé sur Alès. Et enfin, d'un changement de date d'un événement majeur du calendrier d'événements de l'année. Eh bien, on va commencer par l'expo Lego organisée par l'association Art of Brick sur la thématique des pirates cette année. Alors là, c'est une 50aine d'exposants qui vont présenter des fresques monumentales avec de multiples références culturelles sur le cinéma, sur la bande dessinée, etc. Donc ça, c'est les 10 et 11 janvier de 10h à 18h. L'entrée est de 4 €. C'est à Saint-Privat-des-Vieux, au complexe sportif des Vaupianes. Trop cool. J'enchaîne avec les traditionnelles cérémonies de vœux d'Alès Agglomération, dont vous allez retrouver pratiquement toutes les dates ou dans le journal de l'Agglo, mais je vous parle précisément de celle du président d'Alès Agglomération et de tous les élus communautaires qui aura lieu le mercredi 14 janvier au Parc des Expositions à Méjeanne-les-Alès. L'ouverture des portes est prévue à 18h. J'enchaîne avec la 10e édition des Nuits de la lecture qui aura lieu du 21 au 25 janvier sur le plan national. C'est organisé chaque année par le Centre national du livre. Ces rencontres culturelles autour de la lecture qui sont organisées dans des bibliothèques, dans des librairies ou des musées. Sur Alès Agglomération, les médiathèques de Rousson, Salindre, Saint-Christol-les-Alès, mais également le lycée Prévert avec ses étudiants vont organiser des événements. Vous avez plus d'infos sur alès.fr ou dans votre journal de l'Agglo qui a référencé notamment toutes les dates autour des Nuits de la lecture. Enfin, les lotos d'hiver. Alors là, la rédaction du journal vous a préparé, comme chaque année, un encadré long comme le bras que vous allez retrouver dans le journal de l'Agglo qui va répertorier donc tous les lotos organisés au mois de janvier. Alors, il y en a un paquet. Une trentaine, au moins une trentaine. Donc, vous avez les dates, les lieux, les horaires pour vous faire plaisir sur tout le territoire et essayer de remporter un maximum de lots, évidemment. Tout ça au profit d'associations locales. Donc, c'est tout de même super important. Je termine
par une date, un événement qui change de date, un événement majeur à l'Estrême, la course de moto qui a lieu chaque année depuis maintenant une dizaine d'années, qui change de date, qui n'aura pas lieu cette année au mois de janvier, mais qui aura lieu du 17 au 19 avril 2026 au pôle mécanique d'Alès-Cévennes. Vous avez bien sûr plus d'infos sur le site de l'épreuve. Je n'oublie pas les agendas complets qui sont à retrouver sur alès.fr, sur le journal de l'Adelot et sur notre site scène-des-mondes.fr pour tout l'agenda culturel. Voilà. Merci Romain. C'est la fin de ce premier épisode de l'année 2026. J'espère que les sujets proposés vous ont plu. N'oubliez pas que vous pouvez nous proposer vos idées et même participer à l'émission en venant en plateau en nous écrivant à l'adresse mail l'émission@alessagglo.fr. On se retrouve le mardi 3 février pour la prochaine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.